C'est la première fois que le président Ma Ying-jeou visite l'Afrique depuis son élection en mai 2008. Sur le continent noir, Taïwan entretient des relations diplomatiques avec 4 États, dont le Swaziland, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina, qui fait figure de grand allié de l'île. Les premières relations diplomatiques datent de décembre 1961, avant de connaître une rupture en septembre 1963. La Haute-Volta, ancien nom du Burkina Faso, ayant rejoint le camp de la Chine continentale. À partir du 2 février 1994, c'est les grandes retrouvailles entre Taïwan et le Burkina dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le Burkina apporte son soutien à l'île de Formose pour une participation significative aux organisations internationales et plus particulièrement dans les institutions spécialisées de l'ONU. En contrepartie, il bénéficie des largesses de Taïwan qui financent des investissements structurants et porteurs de croissance, comme l'aménagement de près de 1500 hectares de périmètre irrigué à l'aval du barrage hydroélectrique de Bagré. La coopération taïwanaise accompagne également le gouvernement burkinabé dans la construction de centres de formation professionnelle qui visent à mettre à la disposition des entreprises des techniciens qualifiés. Une autre réalisation majeure de ces 16 ans de coopération, c'est la construction de l'hôpital national Blaise Compaoré. Un hôpital de 600 lits qui, par son plateau technique moderne, devrait aider à réduire la facture que l'État paie chaque année pour les évacuations sanitaires à l'étranger. La présente visite du président taïwanais est une occasion de renforcer les liens et d'ouvrir des perspectives sur d'autres projets de coopération dans un contexte marqué par l'influence grandissante de la Chine de Pékin sur le continent. « 18 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le pays s'est reconstruit dans tout le secteur, de telle sorte que d'autres pays du continent africain le prennent comme modèle. Les Rwandais commémorent la 18e année après le génocide contre les Tutsis en 1994. Une semaine où ils se souviennent du malheur qui a frappé leur pays, a détruit leur famille, a sali leur image. Une image qui guérit et s'embellit année après année fort heureusement. Cette année, le thème est « Commémorons le génocide contre les Tutsis en tirant des leçons de notre histoire et en construisant un avenir meilleur ». Un thème bien reçu par les jeunes survivants du génocide rassemblés dans l'association de rescapés du génocide de l'Université libre de Kigali. Il y a le passé, il y a aussi l'avenir. Nous savons très bien que dans le génocide, on a perdu beaucoup d'intelligents qui devraient construire notre pays. Donc en étudiant sur le passé, nous allons comprendre. Malgré les années écoulées, les cicatrices du génocide restent toujours dans la vie des rescapés et les plus vulnérables sont les filles et les femmes. Mais elles espèrent surmonter tout ça et continuer la lutte pour une vie meilleure. Je ne peux pas dire que ça prendra totalement fin, parce que cette chose était tellement difficile pour les cœurs des Rwandaises. Donc, ça diminuera plus en plus et ça prendra fin. J'ai l'espoir moi-même. La semaine de la commémoration a commencé ce 7 avril, une semaine pour rendre hommage aux victimes du génocide. Le régner est ce qu'il y a de pire au XXIe siècle. Le Mali a un nouveau président, un président par intérim. Il s'agit du professeur Djankouda Traoré, président de l'Assemblée nationale. Son ascension à la magistrature suprême du Mali fait suite à l'accord-cadre de mise en œuvre de l'engagement solennel du 1er avril 2012 signé entre le médiateur de la CEDEAO et le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Djankouda Traoré a prêté serment ce matin devant la Cour suprême au cours d'une audience solennelle. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi. La tâche du président par intérim dans les tout prochains jours est immense.
Il s'agit surtout d'unifier le pays en recouvrant l'intégrité territoriale, une intégrité, dit-il, qui ne se négociera jamais. Nous n'hésiterons pas à mener une guerre totale et implacable pour recouvrer notre intégrité territoriale, mais aussi pour bouter hors de nos frontières tous ces envahisseurs porteurs de désolation et de misère que sont AQMI et tous ces trafiquants de drogue qui opèrent depuis trop longtemps dans le nord de notre pays, de même que tous ces preneurs d'otages qui discréditent notre pays et portent un préjudice incommensurable à notre développement. Après l'investiture solennelle, le président de la République par intérim a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance. Par ce acte, il rend hommage aux pionniers de l'indépendance du Mali. Le gouvernement camerounais a dû avoir recours aux éléments du bataillon d'intervention rapide de l'armée de terre pour sécuriser le parc national de Boubandida. Une force spéciale entraînée pour combattre les malfrats de tout genre. Les braconniers ont été refoulés de la réserve. Des arbres saisis ainsi que des centaines de défenses d'éléphants qui allaient être écoulés dans le marché noir. Ce butin est la conséquence directe des massacres d'éléphants qui ont eu lieu dans ce parc il y a quelques mois de cela. Des carcasses de pachydermes en décomposition jonchent encore le sol. Le chef du village riverain se souvient encore de cette période où pas une semaine ne passait sans qu'on ne découvre un corps d'éléphant abandonné. Nous n'avons jamais connu cela depuis les périodes avant l'indépendance. Nous avons beaucoup perdu et nous pensons que cela ne se répétera pas. À ce jour, il est difficile de faire le décompte exact des animaux qui ont été abattus, mais il y a une certitude, des centaines d'éléphants ont trouvé la mort au cours de cette chasse non autorisée. Ici, c'est qu'on dénombre déjà à peu près 300 carcasses qui sont identifiées et géoréférencées. Aujourd'hui, le parc de Boubandida a retrouvé sa sérénité. Le touriste peut apercevoir quelques animaux sauvages comme des antilopes et des singes, moins peureux à l'approche de l'homme. Pour ce qui est des éléphants, ce n'est pas demain la veille qu'on les reverra. Raymond Odong Sima est le nouveau chef du gouvernement gabonais depuis presque un mois. Ancien ministre de l'Agriculture, il dirige désormais une équipe composée de 29 ministres, dont 8 femmes. Une équipe perçue comme dynamique, beaucoup de Gabonais espèrent surtout qu'elle sera à la hauteur des attentes de la population. Ce sont des hommes qui sont aguerris à la tâche, qui ont des potentialités et normalement qui devraient assumer leurs tâches. Même si le nouveau gouvernement est attendu sur plusieurs questions comme la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption. Il serait trop tôt que de juger sur un gouvernement qui vient d'être mis en place. L'absence des acteurs de la société civile dans le gouvernement Odong soulève déjà des questions. Il n'y a que les technocrates, c'est très bien, mais à la tête nous avons un technocrate, il fallait avoir un peu de la donne politique et de la société civile. Parce qu'il n'y a pas la société civile dans ce gouvernement. Il est mieux qu'il s'ouvre au niveau de la société civile, parce que c'est nous qui allions faire sa politique. Pour certains observateurs, la tâche ne sera pas facile pour Raymond Odong à cause des querelles partisanes. Ma plus grande inquiétude pourrait venir du côté du parti qu'il a investi. Ce parti est très jaloux des prérogatives, sachant bien que c'est un nouveau venu dans ce parti et que d'autres étaient là et qu'ils auraient pu bien vouloir se mettre à cette place. Ils vont donc le créer tous les problèmes possibles. Le nouveau gouvernement bénéficie encore de l'état de grâce, mais cela ne saurait tarder face aux nombreuses attentes des Gabonais auxquelles il devra apporter des réponses concrètes. Ce n'est pas la première fois que les radars sont déployés sur les routes camerounaises, mais cette fois c'était du sérieux. Impossible d'échapper aux gendarmes si vous étiez pris en flagrant délit d'excès de vitesse ou de conduite en état d'ivresse. Ils sont sortis aussi bien avec des radars mobiles que des alcotests, des mesures saluées par quelques usagers de la route. J'aimerais que cette opération continue
et que toutes les Camerounais doivent être sensibilisés vraiment. Il faut procéder à une certaine mobilité, ça veut dire qu'on quitte les postes fixes, on avance un peu. Si on sait que vous êtes au niveau de Boumniébel, les conducteurs vont s'arranger à rouler lentement au niveau de Boumniébel et progresser, sachant que dès qu'on va traverser les barrières, il faut continuer. Toutefois, ce n'est pas de gaieté de cœur que les contrevenants se soumettent aux exigences des gendarmes. Le ton est parfois monté du fait des incompréhensions de ce que le radar n'est pas pourvu d'une vidéo qui atteste effectivement d'un excès de vitesse par exemple. En 3 jours de campagne, 2535 automobilistes ont été arrêtés pour infraction sur les axes routiers Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam et Bafoussam-Yaoundé. Et plus de 30 millions de francs CFA d'amende sont entrés dans les caisses de l'État. Chaque contrevenant a dû débourser au moins 25 000 francs CFA pour excès de vitesse. La campagne va se poursuivre sur d'autres routes. Dans les prochaines semaines, nous allons nous déporter dans la partie septentrionale où nous allons engager les mêmes contrôles. Notre objectif est de tout faire pour infléchir fondamentalement la courbe des accidents de circulation. Il faut dire que chaque année, ils sont des milliers de personnes qui perdent leur vie sur les routes camerounaises. Le chef de l'État a prouvé tout son attachement aux valeurs de l'ère culturelle Yoruba lors du Festival international de la communauté Ekaro Ejiri à Savè dans le département de Collines. C'est dans la partie méridionale du pays. Sa présence à la danse Glédé en est une parfaite illustration. Un rituel qui plonge la communauté dans toutes ses racines et le choix de cette localité n'est pas un effet de hasard. Pourquoi nous avons choisi ce lieu? Parce que c'est ici que l'UNESCO a investi et nous a construit une maison de Glédé. Les dignitaires de la communauté Ekaro Ejiri visent plusieurs objectifs aujourd'hui. Asseoir un comité sous-régional, faire la promotion des rois dans tous les espaces concernés, œuvrer à l'organisation tous les 6 mois de ce festival international et faire la promotion de la culture yoruba.